Bien, bonjour à tous, merci d'être venus sur cette présentation. Aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de la data, donc de ce qu'on fait actuellement, de ce qu'on voit dans l'écosystème de la data, autour des projets open source de Spark, et on va aussi vous parler un petit peu d'autres choses, de Delta, de Koala, et un petit peu d'architecture autour des lakehouse. Donc je m'appelle Quentin Barre, je suis solution architecte chez Databricks, et aussi aujourd'hui avec moi Safe. Bonjour tout le monde, qui est également solution architecte. Donc on a découpé un petit peu cette présentation en deux grandes parties. Donc je vais vous parler un petit peu pour commencer de tout ce qui est autour des nouveautés de l'écosystème de la data. Donc on va tourner autour des projets de l'univers de Spark, Delta Lake, de Koala, voir un petit peu les nouveautés, puis essayer de voir un petit peu où on va. Et ensuite, Saif prendra la parole pour, on va dire, avoir une vision un petit peu plus haut niveau et discuter des architectures Lakehouse qui utilisent tous ces composants pour voir un petit peu les bénéfices qu'on peut en tirer en tournant autour des composants open source. Alors, cet écosystème de produits, ce sont tous des produits open source. Ils sont alors poussés par un éditeur qui est Databricks. Donc, vous avez l'outil principal qui est Spark. Je pense que vous connaissez tous pour faire du calcul distribué sur de gros volumes de données. Donc, on va discuter un petit peu plus de Spark aujourd'hui et aussi de la partie Delta Lake. Donc, Delta Lake, on va voir, c'est le nouveau format de stockage pour nous permettre de simplifier toutes ces transformations. Il y a également Koalas, vous voyez le petit logo en bas à gauche, vous allez voir Koalas, c'est un rapport avec Pandas, hein, c'est pour ça qu'on a trouvé un petit nom sympa. On va vous montrer un petit peu tout ça, donc c'est vraiment l'univers open source de Databricks, et on va voir aussi à la fin comment assembler toutes ces solutions-là pour construire potentiellement un lakehouse. Pour comprendre un petit peu où va Spark et les nouvelles fonctionnalités de Spark, c'est intéressant de faire une petite évolution du framework. Si vous regardez ce qui s'est passé dans les premières releases, donc dans les années disons 2010 au début, vous aviez un framework qui était exclusivement en Scala avec des API de MapReduce. Donc c'est déjà une grosse évolution par rapport au framework de Big Data. À la Hadoop, on avait à coder manuellement ces classes de map, ces classes de Reduce. Là, on avait une API qui était quand même beaucoup plus haut niveau et qui nous permettait de simplifier tout ça. Mais ça reste très compliqué. Je ne sais pas si vous avez fait du RDD avec du Scala, c'est quand même assez bas niveau. On fait des choses puissantes, mais assez compliquées. Et c'était la première itération on va dire de Spark. Si on avance un petit peu dans le temps, avec Spark 1, on commence à avoir cette partie de data frame qui apparaît, avec du coup des bindings qui arrivent sur la partie Python, avec du SQL qui va être généré, avec la partie du coup de code génération. Donc on commence à élever le niveau, on travaille moins avec des RDD, et on va travailler plus avec des choses sur d'autres langages, sans avoir à taper du MapReduce directement. Et avec Spark 2, on a vraiment eu cette unification, donc on a des API de DataFrame qui sont arrivés, on a du SQL qui est vraiment intégré, qui fait partie prenante de la plateforme, une nouvelle version de streaming qui vient aussi nous simplifier la vie. Donc on commence à avoir des choses qui sont beaucoup plus haut niveau, on vient pouvoir écrire du SQL directement pour faire des transformations, ce que tout le monde connaît, qui est beaucoup plus accessible, que d'aller écrire du Scala, qui déjà est assez compliqué, le Scala à prendre en main, et surtout d'écrire des choses autour de framework de RDD. Donc on a vraiment une simplification du framework. Et pour continuer dans cette simplification-là, on a vu apparaître un nouveau projet qui est Delta Lake, qui nous permet d'avoir des capacités en plus, on va dire, sur le moteur de Spark, pour avoir une partie transactionnelle. Alors on va en reparler un petit peu plus en détail juste après, mais l'idée c'est d'avoir en fin de compte dans Spark un système qui nous permette de rajouter une couche d'abstraction pour ne plus raisonner sur des fichiers, des petits fichiers, ce genre de choses, mais simplement avec des tables, et avoir la même simplicité que si vous interrogiez peut-être une base, je sais pas, MySQL classique, où vous vous en fichez un petit peu de comment sont structurés les fichiers. C'est le moteur qui gère ça, et vous faites juste vos requêtes, et vous savez que tout marche. Et ça vient rajouter le support des deletes, des updates et des merges qui jusque-là qui n'étaient pas disponibles, donc il fallait faire des choses très compliquées. Tout lire, filtrer, réécraser, ça rajoutait beaucoup de choses. Et même si jusque-là on avait les API de Spark, de PySpark, pardon, donc les API de Spark étaient en Python, si vous faites de la data science et que vous êtes habitué à utiliser Pandas, dès que vous voulez faire du Spark, c'est compliqué, il faut tout réécrire, il faut apprendre un nouveau langage. En général, les data scientists, ils n'aiment pas Spark parce que c'est plutôt orienté Scala, et c'est vrai que les API ne sont pas toujours parfaites pour du Python. Donc du coup, pour combler ce gap-là, on a Koalas qui est sorti, on va en reparler un petit peu plus en détail. Donc Koalas, c'est les API de Panda. Donc si vous ne connaissez pas Panda, c'est le framework utilisé par on va dire tous les data scientists, tous ceux qui font de l'analyse de données en Python, pour venir manipuler des données. Donc c'est pas du SQL, c'est une syntaxe un petit peu spéciale. Vous avez des data frames aussi, qui sont des data frames Pandas, et qui font des transformations, des filtres, des courbailles, tout ce que vous pouvez imaginer.
ça tourne en général sur une seule machine, c'est pas distribué sur ce framework-là. Et du coup, l'idée de Koala, c'est de dire, bon, on va reprendre exactement les API de Pandas, et on va les binder sur Spark. Donc en fait, vous prenez le code qui est écrit sur Pandas, vous changez juste l'import, vous remplacez l'import de Pandas par l'import de Koalas, et automatiquement, vous avez votre code qui vient se distribuer. Donc ça fait que Spark devient de plus en plus accessible, et on vient rajouter dans l'écosystème potentiel tous les data scientists qui peuvent très facilement passer à l'échelle sans aucune problématique. Et depuis peu, alors on avait soumis ce talk l'année dernière et Spark 3 arrivait juste. Donc là, il est un petit peu... voilà, ça fait déjà quelques mois que Spark 3 est sorti. Mais du coup, avec Spark 3, on va le voir, il y a des choses sur vraiment la simplicité d'utilisation. Donc on va essayer de tuner automatiquement le moteur pour que vous n'ayez plus à vous soucier de régler les choses manuellement, de détecter qu'il y a du skew et de réparer le skew vous-même. Le moteur a une genre d'intelligence, et c'est ce qui va continuer à évoluer dans les prochaines, on va dire les prochaines versions de Spark. Être capable de vous simplifier la vie, vous envoyez le requêtage SQL et vous avez de moins en moins besoin de venir aller tuner vos requêtes, choisir le nombre de partitions, faire attention lors de vos joins, etc. Tout ça vient se packager tout seul, et pareil pour la partie de déploiement opérationnel. Vous avez maintenant les opérateurs de Kubernetes qui sortent et qui viennent vous simplifier la vie. Et du coup, si vous regardez un petit peu dans les releases ce qui est en train d'être travaillé, vous avez de plus en plus de SQL, donc de plus en plus de support de SQL, de plus en plus de choses pour faire en sorte qu'on soit compliant ANSI, de plus en plus de choses autour de l'auto-tuning, le streaming qui redevient un petit peu sur l'avant de la scène, on va en parler plus en détail, et puis il y a cette question de qu'est-ce qu'on fait vraiment après Spark, parce que maintenant on a un moteur qui est stable, qui fonctionne sans aucun problème, mais qui va avoir peut-être une quinzaine d'années, et du coup il y a sûrement quelque chose d'autre qui va arriver, on va voir un petit peu ce qu'on peut imaginer par la suite. Alors du coup, je vous propose de faire un petit deep dive sur Spark et Spark 3 et de voir un petit peu les nouveautés et comprendre vers où va ce projet. Pour vous donner un ordre de grandeur sur, on va dire, là où le travail a été investi sur Spark 3, vous voyez que la très grande partie en fait, des Jira et des améliorations ont été faites autour du moteur SQL de Spark. Donc c'est tout vraiment les plans d'exécution qui sont derrière, tout ce qui est opéré. Donc quand on dit Spark SQL, c'est pas qu'on écrit du SQL, c'est l'interprétation derrière du SQL, quelle que soit l'API que vous utilisez, que ce soit en Scala ou pas, c'est pareil. Mais du coup, vraiment sur ce moteur haut niveau, on a tout le gros du travail qui a été fait à ce niveau-là. Et on voit que le reste est un petit peu plus minoritaire, notamment la partie ML par exemple et la partie streaming, et qu'on a vraiment un gros développement autour des transformations orientées SQL. Donc avec Spark 3, on va dire une des grosses features qui est arrivée, c'est ce qu'on appelle l'adaptative query execution. Donc du coup, c'est un moteur qui va nous permettre d'adapter le moteur dynamiquement. Donc sur Spark, vous avez un nouveau système qui vous permet de gérer les plans d'exécution dynamiquement. Je vais vous montrer ça en détail dans la slide suivante, et les adapter au fur et à mesure. Ça permet d'avoir beaucoup d'optimisation de performance. Et en plus de ça, il y a plein de nouvelles choses qui ont été sorties. On a du dynamic partition pruning, c'est-à-dire quand vous faites votre join, si vous avez un type de join spécifique, on est capable de pousser les clés du join dans votre data frame, ça fait scanner moins de données. On a de la compilation de query qui est réduite, donc ça compile beaucoup plus vite, on a des temps de réponse plus rapides. On a des hints qu'on peut rajouter dans l'optimizer, donc si vous savez que vous avez un skew spécifiquement à un endroit, vous pouvez rajouter un hint devant une query comme on peut le faire avec les moteurs SQL classiques, et du coup accélérer les optimisations. Et puis vous avez également d'autres systèmes qui sont en cours d'implémentation, donc on a des choses autour des bloom filters qu'on améliore, et des pushdowns qui sont encore ajoutés. Mais vraiment la feature phare de cette nouvelle release, donc c'est ce système d'adaptative query execution. Donc Spark, quand vous lui envoyez une requête, il va générer un plan d'exécution. Donc le plan d'exécution va dire, commence par lire les données, ensuite sélectionne ta table-là, et puis fais ce join peut-être avec cette autre table que tu auras lu par la suite. L'idée avec ce système, c'est qu'au lieu d'avoir un plan qui soit statique et qui soit généré au démarrage en se basant sur les statistiques qui existent ou pas d'ailleurs dans les tables, souvent on n'a pas les statistiques qui sont à jour, ou alors pas de statistiques du tout, on va avoir un plan d'exécution qui est dynamique. Donc du coup, vous faites une requête, on va commencer à lire par exemple une première table, on se rend compte que la table est très petite, donc du coup ça veut dire qu'on peut changer la stratégie de join et peut-être la passer en broadcast, donc tout va partir en mémoire. Et du coup, on va adapter dynamiquement le plan en fonction de ce que vous avez fait, des conditions de filtre, etc. Donc il y a 3 types d'adaptations principales sur cette version de Spark 3. Donc vous avez le changement de type de join. Donc ça, l'exemple typique, c'est vous scannez un gros volume de données. Le moteur au début il va penser que vous avez plein de données, donc il va partir sur un join classique. Mais en fait, vous avez un gros filtreware. Le filtreware, il vous récupère que peut-être quelques dizaines de mégas. Donc automatiquement, on va passer sur un join de type broadcast hjoin. Donc c'est les joins qui sont en mémoire, où on envoie la donnée sur tous les exécuteurs. Ça fait moins de shuffle, ça va beaucoup plus vite.
La seconde optimisation, c'est le coalesce des partitions. Donc sur Spark, il y a une propriété principale qu'on galère en général à tuner, ça s'appelle le Spark SQL Shuffle Partition. Ça va être combien de partitions vous créez après un shuffle. Donc un shuffle, c'est une opération où on vient mélanger les données, par exemple, pour faire un join. Et donc on répartit les données sur tous les nœuds. Et ce qu'on ne sait pas, c'est combien de petits blocs de données il faut avoir. Donc cette propriété, elle définit en combien de petits chunks vous définissez votre donnée, enfin vous séparez votre donnée lors des joins. Et c'est une valeur très dure à avoir. Pour le savoir en avance, il faut lancer le job, que ça ne marche pas, que vous avez une idée de la taille, et vous avez un petit cycle itératif de tuning. Donc avec ce nouveau système, vous avez en fait une option qui vient être capable de venir faire du coalesce de vos partitions. Donc ça veut dire qu'en fait maintenant il y a une stratégie qui marche très bien, c'est que vous mettez cette valeur de shuffle partition à un très grand nombre, par exemple 2000, et du coup automatiquement s'il faut réduire cette valeur et pas trop faire de petits fichiers, de petits bouts, le moteur il sait le faire, automatiquement il vous réduit les systèmes. Donc du coup une bonne nouvelle optimisation, c'est vous prenez cette valeur, vous la montez à un très grand nombre, je ne sais pas 2000, 5000, 10 000, ça dépend un petit peu de votre taille de votre donnée, et le moteur il va réduire ce nombre sans aucun problème. Alors il n'augmente pas encore, il augmente sur Databricks parce qu'on a une feature qui vient de sortir là-dessus, mais ce n'est pas encore dans le moteur open source. Mais du coup, le but, c'est que vous n'ayez plus rien à tuner. Et la dernière partie, c'est sur l'optimisation des SKU quand vous avez des joins. Donc un SKU, c'est vous avez un ensemble de données qui est très gros, et donc quand vous faites un join, vous avez juste une partition qui travaille, donc vous avez dans votre cluster un seul CPU qui est utilisé, qui va prendre énormément de temps, et on a besoin d'attendre que cette tâche se termine pour faire la suite des opérations. Donc du coup, vous avez un gros temps qui est un temps mort sur votre cluster, et les CPU ne sont pas utilisés. Là, ce que va faire le moteur automatiquement, c'est qu'il va voir qu'il y a un SKU, et il va découper cette partition en petits bouts, répartir la répartition sur plusieurs tâches, et du coup vous accélérez pareil les temps de traitement, parce que vous paralysez vos SKU, encore une fois de façon automatique, vous n'avez même plus besoin de mettre des hints. Alors vous pouvez si vous savez exactement ce que vous faites, mais normalement il n'y a plus besoin, le moteur le fait tout seul. Alors un autre gros projet qui apparaît avec Spark 3, c'est ce qu'on appelle le projet Zen. Le projet Zen, c'est faire plaisir en gros aux gens qui font du Python avec Spark et être sûr que tout aille bien, qu'ils soient contents en utilisant Databricks. Alors il y a plein de choses, c'est un projet qui est assez compliqué. Il y a toute la partie de documentation qui a été refaite, vous avez des hints, donc plus de fonctionnalités qui sont rajoutées avec l'univers de PySpark. Vous avez pas mal de choses aussi qui sont plus orientées utilisation. Donc une des grosses modifications, c'est par exemple les erreurs de message qu'on avait quand on faisait du PySpark. Donc à gauche, vous voyez une stack classique qu'on avait avant quand on faisait une erreur en PySpark dans une UDF par exemple. Vous voyez, c'est assez galère, on a toute la stack Java, plein de trucs, et ensuite l'erreur elle est tout en bas. Alors à droite, c'est pas fantastique, mais c'est déjà vachement mieux. Et vous avez en bas l'erreur de division par 0. Il y a toujours la stack Java, mais en fait on fait remonter l'erreur, toutes les erreurs de Python beaucoup plus haut dans le message. Et ça fait que en fait, quand vous lisez votre erreur, vous avez normalement dans la dernière ligne, qui est plus petite, tout de suite l'erreur Python, vous trouvez plus facilement ce qui se passe. Donc c'est plein de petites choses comme ça c'est juste un exemple parmi d'autres, qui font que le projet est plus sympa pour les gens qui font du Python. Il se trouve que nous, ce qu'on voit sur Databricks, c'est qu'une très très grosse partie des utilisateurs font plutôt du Python que du Scala. Vous avez notamment toute la vague de data science, d'analyse de machine learning, qui fait plutôt du Python. Et les utilisateurs de Scala sont en fait plutôt minoritaires par rapport au Python et en SQL. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un investissement, parce que c'est là où on a le plus d'utilisateurs, que ce soit sur Databricks ou sur la communauté open source d'ailleurs. Et du coup, dans la lignée, on a ce projet-là, Koalas. Alors Koalas, ça fait plusieurs années qu'il est sorti, hein, c'est un projet open source. Jusque-là, Koalas, c'était un projet en parallèle de Spark. Donc vous avez le repo de Spark, vous avez le repo de Koalas. Et donc un Koalas, c'est ces API par-dessus les Pandas DataFrame. Oui, c'est ça, par-dessus les Pandas DataFrame, qui permettent de faire directement du code Panda et de l'exécuter en parallèle avec Spark derrière. Donc vous changez juste l'import et magiquement vous avez tout qui fonctionne. Donc on arrive à un moment où le projet Koalas il est assez stable, on a 80% des API de Panda qui sont couverts, c'est énorme, les 20% qui restent, personne ne sait que ça existe, c'est des fonctions très bizarres de Pandas. Donc vous avez vraiment une très grosse couverture. Et maintenant le projet est assez mature et du coup ce qu'on est en train de faire c'est de le remerger dans le projet de Spark. Donc Koalas en tant que projet va disparaître et ça va juste devenir une partie de Spark et vous allez avoir Koalas qui est intégré nativement dans Spark maintenant. Alors je crois que c'est prévu pour la 3.2. Il faudra revérifier où ça en est, j'ai pas regardé récemment. Mais du coup vous avez ce projet là qui va être intégré et qui va faire partir de l'univers de Apache Spark. Et finalement, une des améliorations qu'on commence à voir sur les nouvelles versions de Spark, c'est une amélioration du structure streaming, donc du streaming de Spark. Si vous connaissez le streaming de Spark, ça n'a pas énormément bougé autour des dernières années. Ça a été un projet qui était
qui avait pas mal de traction. Il y a eu des petites améliorations. Sur Spark 3, vous avez un nouvel UI qui apparaît, qui permet enfin de monitorer facilement ce que vous avez sur les structures streaming. C'est très pratique parce que sinon il fallait se taper son monitoring à la main avec des composants externes. Il y avait les metrics, mais il fallait les plotter. Donc là, dans l'UI de Spark, vous pouvez suivre vos streams. C'est pas mal. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train, nous, côté Databricks, d'investir beaucoup sur la partie streaming de nouveau, entre guillemets. Donc on a une nouvelle équipe qui se monte et qui est en train de committer plein de choses. Si vous regardez la 3.2, vous avez plein de modifications qui arrivent. Vous avez des trigger ones qui sont multi-batch, c'est des choses pour gérer beaucoup de volume de données et qu'il n'y ait pas de problème. On travaille sur de l'autoscaling, on est en train d'open sourcer. Quand vous avez des états dans vos streaming, le moteur qui tourne sur RocksDB que Databricks utilise. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de tourner autour du streaming. Et il va y avoir, je pense, pas mal d'améliorations là-dessus sur les prochaines releases. Alors du coup, tout ça pour regarder un petit peu où en est Spark. Alors si vous regardez ce qu'a fait Spark, vous aviez Spark 0 avec ses systèmes de RDD, ensuite on est arrivé à un nouveau système où on génère du code, donc quand vous faites le plan d'exécution, on concatène du string, on l'exécute à la volée, ça envoie le code sur les moteurs et on peut se demander qu'est-ce qui va arriver par la suite, qu'est-ce qui va venir un petit peu révolutionner Databricks, Spark. Et du coup côté Databricks, on a ce nouveau moteur, alors qui est malheureusement pas encore open sourcé, ou pas open sourcé, peut-être qu'il le sera un jour. Mais l'idée, c'est de réécrire en fait les workers en C++ avec des instructions vectorisées pour avoir des temps d'exécution au niveau des CPU qui soient beaucoup plus rapides. Donc c'est les mêmes drivers, c'est le même système qui orchestre qui fait les plans d'exécution, on ne change rien, c'est les mêmes API. Simplement, au lieu que les workers tournent dans des JVM, exécutent les codes dans des JVM en compilant le code Java à la volée, on envoie des instructions qui sont vectorisées, des process réécrits en C++ spécialisés, et on arrive à avoir des temps d'exécution qui sont beaucoup plus rapides. Là, vous avez des exemples, c'est le runtime classique de Databricks, donc c'est du Spark open source un petit peu amélioré, mais ça reste du Spark. Et vous voyez que le gain qui est à droite, la grosse flèche jaune, c'est ce nouveau moteur d'exécution, donc on fait en fonction des workloads, on est sur du x3 à peu près, en termes d'exécution CPU. Et on pense que c'est ça qui va nous permettre d'aller franchir un petit peu la prochaine limite et de débloquer les nouveaux use cases dont vous parlera Safe. Mais du coup, juste faire, on va dire, du Spark, c'est toujours pas assez, c'est toujours compliqué. Et on a toujours pas mal de problématiques qui existent quand vous faites du Spark classiquement, par exemple avec du parquet. On a des sujets autour de la complexité pour ajouter les données quand vous avez des schémas qui changent, très compliqué de faire des updates et des deletes, très compliqué de faire des recovery en cas de failure de job. Si le job plante au milieu, vous avez des fichiers qui sont à moitié écrits, il faut aller faire du recovery à la main. Assez compliqué de mixer des opérations de streaming et des opérations de batch. En général, quand vous écrivez sur un stream, vous ne pouvez pas faire d'append dessus. Spark va les ignorer parce qu'il pense que c'est des batchs qui sont erronés. Vous avez des problématiques de garder de l'historique pour de la traçabilité. Gérer beaucoup de metadata, donc quand vous commencez à avoir plein de partitions, plein de fichiers, des millions de fichiers, parce que vous avez des tables qui font du péta, il ne faut plus mettre ça dans votre metastore, ça met à genoux votre metastore et du coup c'est compliqué de requitter ça à l'échelle. Et puis vous avez des problématiques de performance, alors le classique d'avoir plein de petits fichiers quand vous faites du streaming, toutes les minutes vous écrivez un fichier, au bout d'1 mois vous vous retrouvez avec 1 million de fichiers à lire, juste le temps d'ouverture des fichiers est supérieur à l'exécution de la requête. Des fois, on ne peut pas mettre de partition parce qu'on a des champs qui ne s'y prêtent pas, par exemple des ID, ce genre de choses qui sont uniques. Et puis, pas de contrôle sur la qualité des données. Donc tout ça, ça fait que malgré le fait que Spark devienne plus simple, qu'on ait des nouveaux moteurs qui sont plus opérationnels, on a quand même beaucoup de difficultés à créer des data lakes. Donc si on résume ces problématiques, vous avez des problèmes de fiabilité, de performance et de gouvernance qui font que en fait, les projets ralentissent, on passe beaucoup de temps à faire de l'infra et du setup opérationnel, au lieu d'aller vers de nouveaux projets en production. C'est pour ça qu'il y a ce projet Delta Lake. Donc Delta Lake, c'était open sourcé depuis quelques années déjà, je pense plus de 2 ans, ça doit faire 2 ans et demi, presque 3 ans. Et Delta Lake, il vous fournit cette couche transactionnelle sur vos fichiers. Donc en fait, ça va être des fichiers qui sont stockés au format parquet, techniquement c'est du parquet, sur votre disque dur. Donc c'est du blob storage, du HDFS, de la DLS, du S3, toutes ces technologies-là. L'idée, c'est d'avoir en fait un système qui fait vraiment une abstraction sur les fichiers qui sont stockés. Donc vous avez des fichiers parqués, mais vous ne savez pas trop comment ils sont, vous ne connaissez pas trop le layout, ce n'est pas votre problème. Et le moteur vient s'occuper de gérer pour vous toute cette partie-là, de compaction, de faire des updates, de faire des merges. Et vous avez plein de fonctionnalités, comme par exemple remonter dans le temps une version donnée de votre système. Vous pouvez faire des clones zéro copie.
vous pouvez suivre les changements dans votre table delta, vous avez plein de fonctionnalités comme ça qui viennent vous simplifier la vie et faire en sorte que vous puissiez avoir quelqu'un qui fait un delete GDPR pendant que vous avez vos flux d'insert qui continuent en streaming, si vous consommez vos messages de Kafka, et vous avez les deux qui tournent en parallèle, il n'y a aucun problème. Et si par malchance vous avez deux deletes en même temps sur les mêmes fichiers, du coup il y en a un qui vient juste faire une erreur en rollback, donc vous avez une transaction qui échoue, vous avez un message d'erreur, et tout va bien, vous n'avez pas de données qui soient corrompues. Voilà, du coup, sur ces challenges-là, avec Delta Lake, on vient corriger tous les problèmes de fiabilité avec cette notion de transaction acide que vous avez. On a des systèmes d'indexing aussi. Alors, on dit de l'indexing, en fait, c'est de la colocalisation de données similaires. Donc, c'est du clustering, si vous voulez, qui est couplé à des statistiques sur les fichiers. Donc, ça veut dire qu'après, quand vous venez faire un filtre en select, en fait, toutes les informations sur les fichiers sont stockées dans les métadatas des logs de Delta. Donc, vous n'avez pas de problématique de scalabilité parce qu'en fait, les logs en eux-mêmes sont contenus dans un fichier parquet. C'est un concept qui est intéressant d'ailleurs quand vous faites du big data, juste la gestion des métadatas, ça devient un problème de big data parce que vous avez des millions de fichiers par exemple. Donc juste regarder, en fait faire un select par exemple dans une base SQL pour commencer à scanner tout ce qu'on veut dans des millions et des millions de lignes, ça peut devenir le bottleneck et c'est le cas quand vous avez des tables qui deviennent grosses, plein de partitions ou alors quand on tourne au niveau du péta. Donc là l'idée en fait c'est d'avoir un fichier parquet qui contient toutes vos métadatas, et quand vous faites un select sur une table au format delta, vous avez deux jobs qui tournent. Le premier job, il vient chercher les métadatas pour savoir ce qu'il faut qu'il analyse, et le second job, il fait vraiment l'analyse en soi-même. Donc on règle ce problème-là comme ça, en traitant les métadatas comme un problème de big data. Et du coup, après, vous avez des choses autour de la gouvernance, ça nous permet de faire du lineage plus facilement d'ailleurs, on pourra en reparler, et notamment des expectations, et vous pouvez mettre des contraintes sur vos tables delta. Donc vous pouvez dire par exemple, je veux que ce champ-là ce soit un entier, et en plus il ne faut pas qu'il soit nul. Il faut rajouter une contrainte, si quelqu'un essaie de faire un insert, automatiquement ça vient vous faire échouer votre job. Donc juste pour vous donner quelques grandeurs, Delta Lake c'est vraiment un framework qui commence à être massivement utilisé sur Databricks. Alors c'est les stades de Databricks que j'ai que celle-ci. On est à 1 exabyte de données qui est processé par jour, donc ça commence à être pas mal. Et ça représente la majorité des données qui sont scannées chez nous sur notre plateforme. Donc il y a la version 1.0 qui est sortie. Alors il y a pas mal de nouvelles choses. Je pense que la chose la plus importante, c'est l'ouverture de Delta. On essaie de faire en sorte que ce ne soit pas que du Spark. Donc vous avez plein de nouveaux connecteurs qui sont là pour vous permettre de faire du Delta en natif, sans Spark, juste avec par exemple du Python, du Rust. Vous avez des committers, il y a des gens des Français de Back Market qui s'occupent du reader en Rust par exemple, et vraiment avoir une ouverture comme ça. Et plein de nouvelles features qui arrivent en permanence sur ce format, qui est donc en open source, il a été donné à la fondation Linux. Si vous voulez avoir plus d'informations sur Delta Lake et aussi la partie Delta Sharing, on va vous en parler un petit peu après, mais il y a un projet de partage de données sur le format Delta Lake, ça vous permet de partager les données avec des systèmes extérieurs. Alors vous l'avez raté sûrement, c'était ce matin, mais du coup vous pouvez regarder le replay. Il y a une demi-heure, on fait une petite démo autour de ça. Voilà, du coup je laisse la parole à Safe. Merci Quentin. Maintenant si on veut prendre un peu plus de... On va aller à un niveau plus high level par rapport à ces technologies, et on peut se poser la question avec Spark 3, avec Delta, avec Coalesce, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut délivrer en tant qu'architecture pour faire atterrir les use cases. Là on entend parler de Lakehouse, c'est un mot peut-être que vous avez entendu parler de Lakehouse, peut-être pas. C'est la concaténation un peu du data lake et data warehouse, et on va essayer d'expliquer comment ces technologies permettent en fait de construire le Lakehouse. Alors, on va regarder un petit peu dans l'historique. Donc les data warehouse, c'est des technologies qui existent depuis les années 80. Donc ça existait avec les IBM, Teradata, Oracle. Ça a évolué depuis. Donc il y a eu des bases plus performantes, des bases columnar avec Vertica qui sont sorties entre temps. Et plus récemment, on a vu avec les cloud providers encore des data warehouse plus performants. Donc ça s'est vraiment joué sur l'accélération et l'amélioration des performances des data warehouse, avec plus d'élasticité, on va dire, dans le cloud, avec plus de performance. Mais c'est des systèmes qui restent principalement orientés Access BI et qui présentent certaines limitations. Donc si on veut vraiment entrer plus dans le détail, donc, ces data warehouses ont existé pour les données structurées, pour les données opérationnelles, pour faire du reporting par-dessus. Et ça marche très bien, et ça continue de marcher très bien pour ce type de use case. Mais au vu là où on est maintenant, les entreprises et la plupart des projets ne sont plus que BI. On voit beaucoup plus de machine learning, beaucoup plus de données IoT, beaucoup plus de streaming. Et ces technologies-là présentent certaines limites dès qu'il s'agit de traiter ce type de données. Donc, dès qu'on parle d'images, de données binaires, des données pas structurées,
Ces technologies ne sont pas très adaptées et ne permettent pas de répondre à ces besoins. L'autre point, que beaucoup d'entreprises ont souffert de la complexité des systèmes propriétaires qui sont liés au dataware. Quand on parle de système propriétaire, c'est-à-dire que si on veut lire la donnée, on est obligé de passer par la base de données, que ce soit Oracle ou Teradata ou autre, pour lire la donnée. Et on se retrouve avec un système qui est loqué, donc les entreprises ont connu ça, les bases Oracle, les bases Teradata, et la pénibilité de migrer d'une version à l'autre, et on se retrouve avec un système qui est vraiment fermé et dur d'en sortir. Après, on a vu du coup, il y a une dizaine d'années maintenant, émerger les notions de data lake. Donc, avec les systèmes Hadoop, HDFS, avec du Spark, du Hive, on est sur des systèmes qui sont low cost, donc qui coûtent beaucoup moins cher, qui sont open source, sur des technos qui sont ouvertes. Là, on s'affranchit un peu de la problématique de locking qui était présentée par les dataware. On se retrouve avec des systèmes massivement distribués aussi. Donc, d'un point de vue de scalabilité, on est sur des systèmes qui scalent très bien. Là, ça a évolué aussi depuis, donc c'était très compliqué avant à gérer les clusters Hadoop, c'était très compliqué à gérer les distributions Hadoop et tout ce qui était autour des produits open source. C'est devenu beaucoup plus simple, on va dire, avec les cloud providers, avec des services managés autour. Donc là, on voit beaucoup de services managés autour de Spark, tels que Databricks aussi, donc ça permet de simplifier la gestion. Mais si on regarde juste du Spark, par exemple, managé, ça permet de résoudre certaines problématiques, tels que un support avancé pour le machine learning, faire du streaming et du temps réel, c'est beaucoup plus simple. Mais ça présente certaines limitations. C'est-à-dire que dès qu'il s'agit de faire de l'ABI à l'échelle, ça ne répondait pas d'un point de vue de throughput, ça ne répondait pas d'un point de vue de low latency, et ce n'était pas aussi performant que les business attendaient. On se retrouvait avec des systèmes, du coup, où on était obligé d'utiliser, de copier la donnée du data lake vers le dataware. Il y avait aussi une vraie problématique de qualité de données. On utilisait les data lakes, c'est une des caractéristiques d'un data lake au début, c'était on peut mettre n'importe quoi. Ça supportait tout type de données et on n'était pas obligé de se conformer à un certain schéma. C'était un avantage au début, mais derrière c'est devenu très compliqué parce qu'on se retrouvait avec de la donnée qui n'était pas du tout de qualité. Donc on ne savait même pas comment l'utiliser et c'était très compliqué à gérer derrière. Du coup, les entreprises, ce qu'on a vu, c'est que la plupart des entreprises on dit on a de la donnée, structurée, pas structurée, meilleur endroit pour la copier, qui est stockage pas cher, c'est le data lake. Donc là actuellement, 90% des données des entreprises, c'est dans les data lakes. On commence déjà par déverser des données dans le data lake. Après, on se dit, c'est bien, on va commencer à la processer, faire de l'ETL, mais aussi implémenter du machine learning par-dessus. Donc ça sert aussi pour faire tout ce qui est exploration de données, du self-service, par-dessus de la donnée, et ça marche très bien. Sauf que derrière, pour délivrer les projets, au end-user, il va falloir copier cette donnée, faire des process d'ETL. Et là, on se retrouve avec une deuxième copie de données. Il n'y a pas qu'un seul dataware, souvent on en a plusieurs en fonction des business units, etc. Donc là, on se retrouve avec plusieurs copies de la donnée. Et la complexité, elle est vraiment de comment gérer la sécurité. Comment est-ce qu'on peut être sûr que cette donnée, par exemple une donnée de supply chain, on doit gérer les accès au niveau du data lake, au niveau du dataware, on doit s'assurer de la synchronisation entre les deux systèmes, ça crée une vraie complexité. Et derrière, dès qu'on implémente notre projet de machine learning, il va falloir aussi interagir, sortir cette donnée-là, dans cette information complémentaire. Souvent, les data scientists vont travailler avec de la donnée qui est ouverte, avec des systèmes fichiers. Donc là, ils aiment bien les data lakes, et après, les résultats, il faut les envoyer dans les dataware. Donc ça crée vraiment une vraie complexité, et aussi des silos. Donc là, on va se retrouver avec un écosystème séparé. Un écosystème où il faut maintenir un data lake, il faut le gérer, mais aussi il faut opérer et maintenir un dataware. Non seulement c'est compliqué, ça crée des silos, mais ça coûte très cher. Donc il faut se rendre à l'évidence, c'est un système qui va coûter très cher aux entreprises d'un point de vue de tooling, mais aussi d'un point de vue de temps des gens et des personnes à maintenir toute cette infrastructure. Et c'est pas un état ou un système qui... Enfin, si on pose la question à tous les décideurs et tous les practitioners, quel est l'état idéal, c'est d'avoir un seul système qui fusionnerait les deux. Voilà, d'où qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? On peut merger les deux. Et ce qu'on peut faire, c'est on va créer un peu une sorte de mix entre ce qui fait la force en fait, des dataware, qui est la performance, la qualité de données, avec ce qui fait la force des data lakes, qui est l'ouverture des systèmes et toute la partie open source et support pour le machine learning qu'on va trouver dans les data lakes. Alors, le lakehouse, c'est pas un terme qui a existé depuis quelques années. Il a été plutôt établi par Databricks avec un blog il y a 2 ans à peu près.
Et il y a aussi même un article qui est apparu dans le VLDB sur qu'est-ce que c'est que Lakehouse. Donc c'est vraiment un article de recherche dessus par les créateurs de Spark qui explique ces différents concepts de Lakehouse. Il y a même le Gartner qui en a parlé et dans son hype cycle pour 2021 pour le data management. Et ce qui fait vraiment la caractéristique dans ce qu'on appelle un lakehouse, c'est vraiment cette couche de transactionnalité. C'est-à-dire, c'est ce qu'a expliqué Quentin tout à l'heure avec la partie un exemple delta, c'est comment est-ce qu'on peut rendre le data lake acide, c'est-à-dire avec les caractéristiques qu'on va trouver dans un monde de data warehouse, tel qu'on gère les bases de données, comment est-ce qu'on va le rendre aussi performant avec de la low latency, avec du high throughput, c'est-à-dire avoir la capacité à requêter ce système d'une manière très performante, mais aussi la capacité de le requêter en SQL pour les data scientists, pour les analystes, pour les reports, mais aussi d'une manière déclarative. C'est-à-dire que là, si on doit accéder à cette donnée avec des data frames Pandas, comment on peut accéder à cette donnée-là avec les API directement de Pandas sans passer par des systèmes complexes pour exploiter la donnée. Et pour revenir juste à ce qui est apparu dans le Gartner, donc ce système, ce paradigme d'architecture, il a été établi très récemment, donc ça existe depuis 1 an à peu près. Et ce que dit le Gartner, c'est que ce paradigme, il va exister pour les 5 et 10 prochaines années. Donc c'est un système vers lequel beaucoup d'entreprises commencent à migrer et essaient d'exploiter au mieux ces paradigmes d'architecture. On va essayer d'expliquer un peu plus ce qu'il y a derrière et donner quelques exemples en fait de ce pattern d'architecture. Alors pour vous donner juste quelques exemples, Lakehouse, beaucoup d'entreprises en parlent, donc d'un point de vue technologique, il y a AWS qui en parle, il y a Dremio, Informatica, Databricks, il y a Bill Hinman qui est un des fondateurs des data warehouse qui a même sorti un bouquin sur le data lakehouse. Donc beaucoup d'entreprises en parlent, c'est que c'est une réalité, que ça existe, et c'est la volonté de la plupart des frameworks, c'est d'un peu d'unifier pour faire dans une même plateforme, dans un même écosystème, pour faire de la data science, pour faire du machine learning, faire de la BI et aussi du data engineering. Alors, on va vous donner un exemple de qu'est-ce que c'est qu'une architecture lakehouse, avec les différentes building blocks qui sont importants pour obtenir arriver en fait au résultat souhaité. Alors, la partie vraiment la plus importante et le pilier de cette architecture-là, c'est la couche de stockage. Là, on part d'un concept où le data warehouse, ou le lakehouse, on va partir plutôt des data lakes. Il y a plusieurs entreprises ont adopté des approches différentes. Il y en a qui sont partis du monde du dataware pour aller vers le monde de la data science et machine learning. Là, l'exemple que je vais vous partager, c'est plus un lakehouse où on est parti d'un monde du data lake, où on a rajouté les caractéristiques des dataware. Donc le pilier et la fondation en fait, de cette architecture, c'est la couche de stockage et c'est la donnée elle-même. Et là, pour avoir une donnée fiable et performante, il faut avoir un système qui est transactionnel. Transactionnel, c'est-à-dire on va avoir les caractéristiques acides, on va avoir un système qui garde la cohérence de la donnée et aussi la qualité de la donnée. Et là, Delta est un des meilleurs exemples. Vous pouvez regarder le talk de Quentin de ce matin, qui va expliquer plus en détail comment marche Delta et quelles sont les caractéristiques de ce système de stockage fichier. Deuxième point, c'est qu'il faut que ça marche à l'échelle. On voit bien que actuellement avec la donnée qu'il faut processer dans les entreprises, il faut que ça scale. C'est un peu la caractéristique aussi de Spark au début quand ça démarrait, c'est que ça scale et que c'est un système qui est distribué. Donc ça c'est un point hyper important. Et le troisième point, c'est qu'il faut que ça soit multimodal. Donc il faut que ça parle aux data analystes, il faut que ça parle aux data scientists, il faut que ça parle aux data engineers, il faut que ça parle à différentes populations pour que ça soit facile à mettre en place pour les différents cas d'usage. Là typiquement avec Delta, donc il y a eu le Delta Standalone, par exemple, qui permet d'écrire sur Delta sans Spark. Il y a le client en Rust qui permet d'écrire aussi directement avec des API Rust ou Go si on veut l'utiliser. Bon, il n'y a pas que Delta, il y a aussi d'autres systèmes. Si on est dans le monde open source, Delta c'est un exemple. Il y a d'autres systèmes type Iceberg ou aussi Audi qui sont des systèmes fichiers pareils et qui apportent des caractéristiques et des features similaires. Donc c'est des systèmes qu'on peut aussi utiliser pour construire son lakehouse. Le deuxième point, c'est ce qu'on va appeler le pipeline engine ou le data pipeline engine. Là, on parle de comment est-ce qu'on va construire ces pipelines. C'est-à-dire quand on parle de processing de données, il y a souvent des frameworks qui vont permettre de faire et de construire ces ETL.
Dans le monde open source, on va trouver des outils, un type DPT, peut-être que vous en avez entendu parler. Il y a aussi Delta Life Table, qui sont des outils qui vont permettre de construire des pipelines de données d'une manière à ce qu'on garde le lineage, d'une manière à ce qu'on peut les opérer d'une manière simple, et d'une manière à ce qu'on puisse aussi faire du retry, par exemple, lorsqu'il y a des erreurs. À ce qu'on puisse mettre de la qualité de données, des règles de cohérence, mais aussi à ce qu'on puisse documenter et découvrir d'une manière simple les différentes tables qu'on a. Donc là aussi, il y a plusieurs outils, et chez Databricks, on a un outil qui s'appelle Data Life Table qui permet un peu d'opérer pour vous et de garder le lineage de les différentes pipelines de données que vous allez construire. Derrière, il y a le moteur. Donc là, on a la donnée, on a nos outils pour développer les pipelines, et maintenant, il faut les exécuter. Pour les exécuter, donc, le moteur qui est maintenant devenu le standard, hein, donc c'est Spark, pour tout ce qui est processing de données, pour plusieurs raisons. Spark, ça parle à plusieurs personnes. Quand on dit personne dans le monde de la data, donc on peut le faire avec du SQL, on peut développer ces pipelines avec du SQL, on peut le faire avec du Python, avec du Scala, avec du R. Donc ça supporte ces différents langages. L'autre point, c'est qu'on peut aussi faire du streaming, on peut faire de l'ETL, on peut faire du batch, donc ça unifie un peu les différents mondes. Donc on n'est pas obligé d'être dans un seul univers, on peut partir du streaming, on peut partir du batch pour aller faire du streaming sans avoir à changer énormément et à modifier tous ces process et toute son architecture. Troisième point qui est hyper important, c'est la scalabilité et l'élasticité. On voit de plus en plus donc les entreprises dirigées vers un monde cloud où il faut avoir cette capacité à exécuter les workloads d'une manière serverless, d'une manière à ce qu'on puisse scaler en fonction des workloads pour que ça soit le plus cost-effectif pour les entreprises. Et le dernier point, c'est la performance. Donc il faut que ça soit hyper rapide. C'est un enjeu majeur. De plus, lorsqu'on est dans le cloud, plus l'outil en tout cas et l'engine qui exécute est performant, plus ça coûte moins cher d'un point de vue d'infrastructure. Donc là, il y a le moteur Photon, donc Quentin a parlé, qui est le nouveau moteur d'exécution qu'on propose chez Databricks, qui permet d'accélérer énormément ces workloads. Alors, l'autre pilier, maintenant qu'on a le moteur, le premier cas d'usage et les cas d'usage historiques, c'est la BI. Comment connecter ces outils de BI? Donc là, on va plutôt utiliser des connecteurs JDBC, donc classique depuis les Power BI, depuis les tableaux ou les clics, pour directement aller requêter la donnée. Avant, c'était très compliqué, parce que la performance des moteurs ne permettait pas d'avoir une expérience utilisateur satisfaisante. Maintenant, avec Spark et avec le moteur Photon, on peut avoir de la low latency, on peut avoir aussi de la high concurrency directement par-dessus de la donnée qui est sur le data lake. Maintenant, il est possible de servir cette donnée en ayant une expérience utilisateur qui est satisfaisante sans être obligé de la copier et de l'envoyer vers un autre système, qui est un système DataWare pour l'utiliser. L'autre point, c'est l'environnement de travail, plutôt axé à data scientist, mais l'idée, c'est comment faire collaborer les data ingénieurs, data scientists aussi, et data analysts dans un seul environnement. Et là, il faut qu'il y ait un environnement de travail qui permet à ce que ces différentes personnes puissent développer d'ailleurs dans le langage qui les intéresse, tout en ayant un système de versionning de code et tout en utilisant les librairies qui les intéressent. Donc ça, c'est un peu l'environnement data science. Dans Databricks, c'est un peu l'environnement notebook qui est proposé avec les différents types de compute et gestion de librairies qui est proposé dans l'écosystème. L'autre partie, c'est une partie qui est plutôt spécifique machine learning. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est de comment est-ce qu'on peut gérer aussi les cycles de vie des projets de machine learning. On a parlé des premiers cas d'usage qui étaient les BI, mais le deuxième cas d'usage, c'est le machine learning et data science. Quand on parle de machine learning, il faut aussi s'assurer que les projets vont être industrialisés d'une manière simple. C'est qu'on peut aussi monter à l'échelle au niveau des projets. Ce n'est pas d'un point de vue de scalabilité de la performance, mais surtout d'un point de vue de nombre de projets. Si on a des centaines de projets de machine learning, comment on peut être capable de gérer la gouvernance de ces projets de machine learning, comment on peut être sûr d'assurer le suivi en fait, des différentes expérimentations, des différents modèles qui sont déployés en production. Et là, c'est MLflow qui est aussi un projet open source. Je crois qu'il y a eu un talk sur MLflow, donc vous pouvez aussi le regarder, qui va vous parler de comment on va gérer le cycle de vie des projets de machine learning. Alors, le dernier point, du coup, je voulais juste en parler parce que c'est un peu à la mode dans le monde d'architecture, des architectures data, c'est le data mesh. Si vous regardez ce que j'ai présenté avec Lakehouse, vous allez peut-être vous dire que c'est une architecture très monolithe, où on va tout mettre centralisé dans un seul endroit. En vrai, non. Les architectures très centralisées, ces architectures qui ont existé, ça existe toujours, mais ils ont certains points négatifs, donc c'est dur à scaler.
dans le sens où on est obligé de passer par un bottleneck qui est cette organisation centrale qui permet de déployer ces différentes ressources, ces différentes infrastructures. Là, ce qu'on veut proposer en fait avec Lakehouse, c'est une sorte de data mesh où la donnée, elle peut vivre dans différents systèmes. C'est une sorte de plusieurs Lakehouse au sein des organisations, où la donnée, elle peut vivre dans ce système de storage, et elle peut être partagée, elle peut être accessible de différents endroits. L'intérêt, c'est qu'on garde toujours cette séparation entre le compute et le storage, et l'idée, c'est, avec cette couche transactionnelle, on va être sûr qu'on accède toujours à la dernière version de la donnée d'une manière fiable. Donc là, ça offre vraiment beaucoup plus de flexibilité, et comme vous connaissez peut-être un peu le data mesh, c'est plus un principe d'organisation, et je pense que le Lakehouse, c'est plus un enabler pour ce type de transformation d'organisation. Une des features hein, donc du coup de ce qu'on a présenté, donc de Delta, hein, pour enabler cette architecture, c'est ce qu'on appelle le change data feed. C'est comment est-ce qu'on peut propager par exemple une modification dans une table Delta d'un système qui est source, qui émet cette donnée-là, vers un système qui est consommateur de cette donnée-là. Et là, avec Delta Change Data Feed, on va être capable directement de détecter ce qui est changé dans la donnée et dans l'information pour la propager et l'envoyer à un consommateur pour qu'il la répercute dans son système et dans son application qui utilise cette donnée. Ça peut être un update, un delete dû à des règles de GDPR par exemple. Aussi, donc quand on parle de data sharing, c'est un système qui est open source. Donc c'est un système qui permet de partager la donnée à partir avec peut-être vos partenaires, avec des parties tierces, donc qui peuvent utiliser cette donnée-là. C'est un système qui est cloud agnostique et qui est aussi vendor agnostique, qui apporte la sécurité nécessaire, qui est adopté par beaucoup d'entreprises. Hein, donc c'est pas que Databricks, il y a beaucoup d'entreprises qui adoptent ce système-là et qui est open source. Donc n'hésitez pas à regarder. Je crois que c'est un serveur de sharing qui est disponible sur DeltaShare, sur la communauté. Hop. Je vais passer vite du coup. Voilà, et la dernière partie, du coup, c'est la gouvernance. Donc là, par-dessus, je pense qu'il faut toujours cette couche de gouvernance qui permet de cataloguer les informations et pour garder tout ce qui est lineage et aussi appliquer toutes les règles de sécurité par-dessus de vos données. Voilà un exemple du coup de pattern d'architecture Lakehouse. Et je vous invite du coup de tester. Donc vous pouvez démarrer à tester ce pattern d'architecture. En tout cas, sur Databricks, on propose cette version managée du coup du Lakehouse. Ça utilise des formats qui sont ouverts, donc il n'y a pas de lock-in. Donc vous n'avez pas à copier la donnée, ça reste toujours dans votre tenant à vous, donc du coup ça reste toujours votre propriété. Donc vous n'avez pas de taxes à payer lorsque vous devez la copier ou l'envoyer d'un endroit à l'autre. Vous avez un seul point de vérité, voilà, donc ça reste le single point of truth, et aussi vous avez une manière unifiée de gouverner vos données. Voilà. On arrive à la fin, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, Lakehouse, c'est un pattern d'architecture. Donc, comme j'ai montré dans les slides tout à l'heure, il y a plusieurs vendors ou plusieurs providers technologiques qui proposent l'architecture Lakehouse. C'est un pattern d'architecture plus qu'une solution qui est bien définie. Databricks propose une version de ce pattern d'architecture. Mais il n'y a pas qu'un seul Lakehouse. Il y en a plusieurs et Databricks propose une version managée du coup de Lakehouse. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on se dirige vers un système qui va converger, qu'il ne faut plus avoir un data lake avec des choses qu'on recopie et tout. Donc on est en train d'aller vers cette direction-là. Donc nous, on a une approche où on est avec des formats ouverts pour être sûr que ce soit facilement interopérable, que vous gardiez la donnée. C'est une vision de la chose. Mais après, le concept de Lakehouse, c'est plutôt cette convergence qu'on voit arriver sur les marchés dans les différentes architectures. J'ai une question, s'il vous plaît. Est-ce que ce pattern de Lakehouse est déjà implémenté dans des environnements de production chez quelques clients? Dans les environnements de production. Ah, de production, oui. Alors, il y a un gros client à nous qui a implémenté ça. Je pense que vous le connaissez tous, c'est Atlassian, donc avec toute la gestion de tickets, etc. Et du coup, qui a convergé leur système sur cette partie. Ils ont fait une présentation, si vous tapez, alors c'était fait au Data and AI Summit, l'ancien Spark and AI Summit, où ils expliquent un petit peu justement leur journée, ce vers quoi ils se dirigent, sachant que c'est vraiment un système qui est en pleine
en pleine élaboration, donc il y a encore plein de choses à construire. Donc je dirais que c'est le début de l'histoire un peu du Lakehouse, mais en tout cas on voit des gros premiers clients comme Atlassian qui y convergent. Oui. Ce sera la dernière après. Oui. Oui, oui, excusez-moi, je vois pas comment le Lakehouse soit un enabler pour le data mesh. Comment Lakehouse sera un enabler du data mesh? D'accord. Alors, le data mesh, c'est un paradigme, on va dire, même pas d'architecture, mais plus d'organisation autour de la donnée, de comment délivrer les projets autour de la donnée. Le Lakehouse va permettre d'enabler dans le sens où on va pouvoir créer plusieurs Lakehouse. Le concept data mesh, c'est plusieurs pods, autour d'un outil centralisé qui va gérer cette gouvernance. C'est quelque chose qui peut être fait d'une manière simple avec Lakehouse parce qu'on est sur des systèmes, si on prend dans le cloud, donc il y a des systèmes qu'on peut instancier d'une manière automatisée, d'une manière très simple. Donc on peut aller, même avec l'automatisation, avec du Terraform, avec un simple clic, voilà, on lance le script et on instancie plusieurs hubs avec plusieurs domaines. On peut avoir un domaine de la supply, un domaine de la finance, et chaque domaine, il va avoir son propre query engine, il va utiliser son système de storage avec un format ouvert avec Delta par exemple, et le tout gouverné avec un seul catalogue centralisé. Et là, c'est plus simple d'explorer, d'avoir des consommateurs en fait, de cette donnée-là, avec des data owners et de l'ownership de la donnée qui est dans les business teams, qui vont gérer ça avec du SQL d'une manière très simple pour construire leur pipeline, et avoir derrière des consommateurs qui vont interroger en fait les systèmes. Voilà, directement. Il y a aussi toute la partie échange de données. Donc, le principe du data mesh, c'est que vous avez des équipes qui gèrent la data comme étant un produit, qui centralisent tout et qui publient cette information-là à d'autres équipes qui sont comme d'autres clients. Donc, il y a toute une notion de je fais du marketing de ma donnée, je la revends en interne, etc. Et un des grands challenges, c'est comment est-ce qu'on échange ces données-là. Comment est-ce que quand je fais un delete dans ma base client, parce que j'ai une demande GDPR, je m'assure que les autres équipes aient aussi ces informations qui sont répliquées. Et c'est là où avoir des choses avec par exemple du Delta qui permet de suivre les changements ou alors de partager les fichiers facilement avec d'autres équipes, ça vient accélérer en fait ces projets-là. Donc c'est vraiment un soutien à l'organisation pour rendre ces choses-là plus simples. D'accord. Merci beaucoup Merci et à on tous. reste ici si vous voulez venir poser des questions.